tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 15 qui va du 7 au 13 avril. Alors, cette semaine, j'ai vu essentiellement Shangri-La Frontier. Donc j'ai regardé la fin de la deuxième saison qui se termine par un cliffhanger sur un autre jeu que celui qui fait le titre de la série et qui arrive quand même à maintenir en haleine. Donc j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Après, je trouve que ça avance un peu vite sur la résolution des 7 suprêmes, des monstres uniques, etc. Mais bon, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la série. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un petit article sur Adding a DMARC Record. Alors une excellente explication plutôt simple en fait pour mettre en place un enregistrement DMARC sur votre nom de domaine. Alors je vous mets la graine autour de l'enregistrement DMARC dans mon jardin numérique, mais déjà, je peux vous dire qu'un enregistrement DMARC, donc Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance, c'est long, hein? Mais bon, c'est une règle qu'on configure pour protéger un nom de domaine contre les abus, comme l'usurpation d'identité ou le phishing. En fait, il s'agit d'un filtre qui vérifie si les emails envoyés au nom de votre nom de domaine sont bien authentiques et bien autorisés. Puisque, je ne sais pas si vous savez, mais quand on envoie un email, on envoie un email avec des informations et l'information de l'émetteur est pas forcément ultra vérifiée. Du coup, quand on a un enregistrement DMARC sur son domaine, ça permet aussi de faire vérifier que si par exemple vous recevez un mail de la part de valkan@jdracademy.fr, de vérifier que l'adresse email Valkan a bien été autorisée à envoyer des mails. Sinon, j'ai lu Dance Discovery, l'issue 133, donc j'ai beaucoup aimé. C'est un texte par rapport à notre rapport à l'information, à la connaissance, ainsi que nos biais, à croire qu'on possède déjà une certaine connaissance, qui va du coup nous empêcher de nous remettre en question et de progresser ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé, ça se base sur un essai de Brian Klaas qui souligne qu'en dépit d'un accès sans précédent à l'information, on a tendance à nous enfermer dans des bulles de certitude. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est exactement le principe des réseaux sociaux en fait. Donc c'est un phénomène qu'il a appelé knowingness, on pourrait traduire par suffisance intellectuelle, on va dire, qui nous pousse à croire en fait que nous savons déjà tout. Et oui, l'être humain est ainsi fait. Si vous me parlez d'un sujet, je vais avoir tendance à vous dire « Eh oui, je le sais, ne vous inquiétez pas ». Voilà, c'est un biais qui est très très commun et ça étouffe en fait complètement la curiosité intellectuelle et donc la recherche aussi de vérité, de contre-vérité. Donc c'est une fausse certitude qui est présentée comme une menace majeure en fait pour la désinformation, pour la démocratie, pour plein de choses en fait. Sinon, j'ai continué à lire le livre de Hans sur Fate. Alors plus j'avance dans la lecture, plus je vois des possibilités de Fate pour jouer des aventures héroïques sur la proactivité des joueurs. J'ai vraiment envie de le tester rapidement. On s'aperçoit qu'effectivement Fate, il y a une explication supplémentaire dans le livre de Hans par rapport aux différents concepts qu'on nous donne dans le livre de base et notamment le concept de fractal, de tous les personnages, etc. On aperçoit que à travers des exemples et à travers une explication, on va dire un peu plus simple, un peu plus abordable, le livre de Hans arrive à nous plonger dedans et nous faire comprendre ce que les règles de Fate ont voulu dire et comment lui il les a interprétées lorsqu'il a appris Fate et qu'il a lancé ses premières parties. Donc merci beaucoup à Robert Hans d'avoir pris le temps d'écrire ces différents articles de blog pour qu'on puisse prendre en main Fate un petit peu plus facilement. J'ai lu aussi la newsletter PKM Weekly, donc du 6 avril. Alors, il y a 2 gros points sur Obsidian. Déjà, avec les mises à jour d'Obsidian, il y a la possibilité de mieux gérer les droits d'accès aux fichiers sur Android, et ça, c'est un grand pas en avant, je trouve. Surtout une super preuve de confiance dans la logique de la compagnie derrière Obsidian, puisque il y a pas beaucoup de compagnies qui vont dire nous on a fait l'effort d'aller faire en sorte que notre logiciel n'ait accès qu'au stockage dont il a besoin et pas demander de base la permission de tout stockage, comme ça on est tranquille. Donc vous allez voir, il y a une petite fenêtre en fait qui vous dit uniquement le stockage pour Obsidian ou full stockage parce que certains plugins que vous allez pouvoir installer, qui sont des plugins communautaires, vont peut-être avoir besoin de ces accès-là. Et sinon, le deuxième point, c'est pour débuter Obsidian. En fait, Nick Milo, là, il reprend les concepts vus dans la newsletter. Il se concentre aussi sur la note en fait, sur la note en elle-même, l'objet de note, la façon de la prendre et surtout il met l'accent sur les connexions à faire entre les différentes notes, les différents concepts, les différentes idées qu'on peut connecter, notamment grâce aux liens bidirectionnels dans Obsidian. Là où je rejoins et je suis assez d'accord, c'est qu'il met le rangement à plus tard. Le rangement, on peut toujours le faire plus tard. En plus, comme c'est que du fichier texte, on peut toujours le ranger de manière, on va dire, assez simple et on peut automatiser pas mal de choses. Donc voilà. J'ai lu un article qui s'appelle The Smart Way to Relate Against Trump Traffic. Alors c'est un article, une proposition en fait d'un économiste australien qui dit que ce n'est pas la peine en fait d'augmenter les tarifs pour répondre aux augmentations de tarifs des USA parce que ça nous entraînera dans une guerre économique sans fin qu'on ne gagnerait pas forcément. En tout cas, lui, il parle pour le point de vue de l'Australie, donc que l'Australie ne gagnerait pas forcément. Par contre, j'ai beaucoup aimé sa proposition pour contre-attaquer. En fait, il propose de ne pas mettre les taxes plus élevées, mais de cibler en fait les clauses et les contrats autour des propriétés intellectuelles des produits américains, puisque les produits américains viennent imposer avec des propriétés intellectuelles. Il y a des accords transatlantiques, etc.,
etc., qui disent, bah, écoute, si on signe l'accord, nos médicaments, par exemple, auront des brevets sur 30 ans, 50 ans, etc. Par exemple, nos personnages de dessins animés, Walt Disney, etc., vous allez appliquer les mêmes lois sur la propriété intellectuelle que nous. Et du coup, lui, il propose de dire, bah, voilà, c'est aussi des arguments économiques, c'est des arguments qu'on peut utiliser lors des négociations. On dit, voilà, vous avez augmenté les taxes, d'accord. Ben, en fait, tout ce que vous nous avez imposé en termes d'augmentation de durée de brevet, d'augmentation des propriétés intellectuelles, etc., on va le réduire à la loi qui s'applique dans notre pays pour le reste. Voilà. Donc, on va être harmonisé. Et je trouve que c'est plutôt smart, en fait, comme move, en fait, pour répondre à l'augmentation bizarre des tarifs de Trump. J'ai lu aussi la newsletter Sanofi, les 3 piliers de la data stratégie, data IA. Donc, c'est la newsletter associée au podcast DataGen. Alors, j'ai pas encore écouté l'épisode de podcast. Je pense que la newsletter est assez pauvre en informations par rapport au podcast. Je vais essayer d'écouter l'épisode la semaine prochaine pour voir s'il y a un peu plus à se mettre sous la dent, mais la newsletter est vraiment assez bateau, en fait. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté? Bah, j'ai écouté Music for Programming, donc toujours très sympa à écouter quand on code, quand on a besoin de se concentrer sur quelque chose. C'est playlist que vous allez pouvoir lancer sur votre navigateur avec toute une série de musiques qui ont été gracieusement mises à disposition pour faire des playlists de concentration. Donc, et n'hésitez pas à essayer. J'ai écouté aussi le podcast Projet Libre, No Code et LL sur Silex. Alors, Silex, c'est un outil de génération de sites statiques éco-conçus. Alors, je ne connaissais pas le terme d'éco-conception, qui est donc de limiter au maximum les impacts du site sur l'écologie. Et les sites statiques, donc la génération de sites statiques, je connaissais, puisque c'est ça que j'utilise aussi pour mon Digital Garden avec Obsidian. Mais je ne connaissais pas cet outil, qui a priori est un outil low-code. On va pas dire complètement no code parce qu'il faut quand même du HTML, des CSS, donc on va dire low code. Et franchement, ça me donne envie d'essayer. J'aime bien la genèse, la mentalité du créateur est assez cool. J'ai beaucoup aimé l'interview, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça m'a fait aussi pas mal réfléchir à pas mal de choses, notamment mon Digital Garden à l'heure actuelle. Il est hébergé sur GitHub, il est construit et tout ça est hébergé sur du Vercel. Le problème, c'est que GitHub, Vercel, donc GitHub c'est Microsoft, Vercel c'est américain aussi. Je me dis, à un moment, il va peut-être falloir que j'arrive à me sortir en fait de tout ça et peut-être trouver une autre façon de faire avec d'autres logiciels et un truc un peu plus auto-construit. Il faudrait voir parce que le problème de gérer tout ça tout seul, bah, c'est toujours le temps, les capacités techniques, les expertises, etc. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose qui ne soit pas trop chronophage et sur lesquels j'ai l'expertise technique. Donc là, il va falloir que je cible bien ce que je cherche. Sinon, j'ai écouté l'épisode de Tech Café, la carapace bleue de Donald Trump, encore beaucoup de choses autour de l'IA, les manipulations des taxes du gouvernement Trump et des grosses interrogations sur la Switch 2. Du coup, moi, je me demande si je vais pas me prendre un Steam Deck à la place plutôt que la Switch 2. J'y avais pensé parce que c'est plus sympa, c'est plus familial, mais au final, vu ce qu'ils en disent, vu les dernières critiques, je suis pas sûr, donc gros dilemme en ce moment. Cette semaine, j'ai travaillé sur, on va dire une chose, mais j'en ai sorti 2. Ce sont des vidéos tuto autour de Reaper. Donc Reaper, qui est un digital audio workstation, donc une station de travail audio numérique. Et donc, pour la JDR Academy, j'ai sorti différentes vidéos tuto. La première, c'est comment installer Reaper avec les packs de plugins. La deuxième, on va parler des LUF, donc de cette mesure qui va vous permettre en fait de normaliser vos pistes. Et la troisième, on va vous parler de comment installer un plugin qui n'a rien à voir et qui arrive directement d'internet, qui s'appelle TreeLeveler, pour normaliser vos pistes audio avec ce fameux LUF. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de regarder les vidéos, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi ça me ferait plaisir d'avoir des retours là-dessus. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, donc n'hésitez pas. Et puis l'idée, ça va être de penser le sujet, de faire les vidéos, de m'améliorer là-dessus, et puis ensuite de commencer une vidéo autour d'Obsidian, parce que c'est quelque chose que j'ai promis depuis longtemps et que j'aimerais bien me mettre à faire, et notamment parce qu'on m'a en plus demandé récemment comment utiliser Obsidian dans le cadre du jeu de rôle, comment gérer ses campagnes, comment gérer ses scénarios avec Obsidian, et ça m'a pas mal motivé. Cette semaine, sinon, j'ai testé, alors je teste toujours N8N, et je suis très très content de mon flow d'intégration avec du LLM. Au final, ça résume un peu les grands thèmes des newsletters, ça donne le ton du mail, et du coup, certains mails que je laissais de côté pour, vous savez, quand on aura le temps, sont remontés dans la liste et je me suis mis à les lire. Donc je suis content parce que ça m'a permis d'avoir une sorte de, un peu un quatrième de couverture en fait pour chaque newsletter, histoire que ça m'attire et que j'aille la lire. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un article que j'ai lu, puisque je vais faire le lien avec N8N. C'est un article sur Data 101, donc From Data Tyranny to Data Democratization.
C'est un article qui met l'accent notamment sur une démocratisation des données, une bonne gouvernance pour éviter ce qu'il appelle la tyrannie des données. Il propose du coup un cadre de gouvernance basé sur les risques, en identifiant les risques forts, les risques faibles. Et on peut tenter d'accélérer les processus de développement, de mise en production, en certifiant de manière forte que les branches identifiées, ce genre de choses. Et le lien avec N8N, c'est justement l'utilisation de l'IA. Moi, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise de l'IA, il faut savoir dans quel cadre de gouvernance de risque on se trouve. Là, on parle de faire un résumé de newsletter pour des informations qui pourraient être intéressantes dans le cadre de ma veille globale. Donc, il n'y a pas un enjeu à dire, on n'est pas en train de se dire, c'est des factures clients que je dois envoyer, qui ont une contrainte légale, une contrainte de temps, une contrainte de bonnes informations aussi, de pas se planter sur une virgule sur le truc. Donc, en termes de risque, je pense que ça peut être une bonne chose aussi d'appliquer cette gouvernance par le risque à la gestion de ce qu'on fait avec une IA et un LLM. On sait qu'une IA, un LLM, c'est pas parfait. C'est un outil, et l'outil, il est pas parfait, il fait plein de choses, c'est très agréable, ça permet d'accélérer plein de choses, mais on n'a pas le même rendu que si c'était un humain qui avait passé le temps à faire les choses, on n'a pas la même profondeur, on n'a pas la même qualité, donc il faut savoir dans quel cadre on va utiliser cet outil, comme un marteau, hein. Si vous avez des vis, ça sert à rien d'utiliser un marteau, si vous avez des clous, par contre, là, ça peut prendre tout son sens. Donc l'idée pour moi, et notamment ce que ça m'a fait penser avec mon workflow, c'est que mon workflow, en fait, en termes de gouvernance de risque, on est sur un résumé de newsletter, histoire de me donner envie ou non de lire la newsletter. Donc, autant dire que le risque, il est nul. Pour moi, c'est vraiment un truc qui, ça marcherait, ça ne marcherait pas, ça ne changerait pas la vie. Par contre, si j'avais eu l'idée de faire un LLM autour, par exemple, de la facturation client ou de la relance client via des emails ou même d'une newsletter via un LLM, là, par contre, il y a des contraintes légales, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de qualité qui sont pas les mêmes et peut-être que c'est pas quelque chose que j'aurais confié à un LLM. Donc voilà, ça m'a fait pas mal réfléchir à ça. Et pour terminer, cette semaine, j'ai joué à 2 choses. J'ai joué d'une à Balatro et j'ai pas vraiment brillé cette semaine sur le tournoi de Balatro. Par contre, pour la prochaine semaine, donc qui arrive, il y a des nouvelles règles qui ont été ajoutées pour permettre de gagner plus de points suivant certaines conditions. À l'heure actuelle, dans notre tournoi, c'est celui qui a le plus d'argent et celui qui a le plus de valets dans son jeu et celui qui a le plus de carreaux dans son jeu. Bon, voilà, il y a des conditions qui permettent de gagner les points parce que sinon, autant dire que le premier en termes de points à l'heure actuelle, il est irrattrapable. Et j'ai joué aussi à Public Access. Public Access, ce jeu de rôle que j'aime beaucoup, qui met en place de l'enquête émergente dans un cadre de jeu qui est entre les creepypasta et Twin Peaks. Et franchement, je suis très très fan et j'ai très hâte de continuer cette partie parce que ça me botte beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à vous. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vont vous intéresser, des choses qui vous ont donné envie de découvrir d'autres choses. N'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard.